Bienvenue mesdames, messieurs, bienvenue à votre échappée hebdomadaire sur l'actualité info du week-end. Nous sommes de retour après un long moment d'interruption. Comprenez donc que nous n'avions plus un média pour nous porter, mais désormais, grâce à votre télévision, à votre média, les médias du peuple congomani TV, nous sommes de retour. On va reprendre les bonnes habitudes, comme toujours. On va se servir de l'actualité pour penser et penser la République. Ici, c'est le pays qui sera au cœur des échanges. Pour ce faire, ce premier numéro, j'ai l'honneur de recevoir deux grandes têtes bien faites. D'abord, Dan Chibangu, il est politologue et juriste, aussi étudiant en DS à l'UNIKIN. Vous êtes aussi assistant. Il sera en face de Tishik Ntsoni, qui est juriste et avocat de profession. Avec eux, on va parler des accords de Washington, on va parler de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Pendant 50 minutes ou une heure, on va comme ça vous tenir compagnie dans la réflexion pour essayer de comprendre un peu comment la République fonctionne et va. Alors, Dan, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Elie. Ça faisait très longtemps, on parlait un peu plus proche du micro. Oui, ça fait un petit moment. Ouais, Vous savez, l'actualité du pays ne nous attend pas, Mhm. malgré que d'autres occupations nous ont retenus et nous ont empêché de poursuivre régulièrement nos rencontres. Très en forme, j'espère. En forme, bien sûr. J'espère qu'on vous aura de temps en temps pour commenter l'actualité. Maître Tishik Soni, à vous, je ne sais même plus quoi dire, si ça fait longtemps ou ça fait une éternité. C'est peut-être la première fois d'ailleurs que je vous reçoive finalement sur mon plateau. La première fois avec vous, évidemment, Ouais. sur le plateau de télévision, je ne sais pas, je crois que ma Oui. dernière émission remonte de À très peut-être longtemps. 2018. Ouais. Et je n'ai plus été habitué des plateaux de télévision. Mhm. Mais comme le disait Dan. l'actualité du pays ne nous attend pas. Alors, on va commencer par la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. On va essentiellement prendre l'angle du dialogue parce qu'aujourd'hui, les processus se multiplient. Est-ce que cette multiplication des processus est un bon signe vers finalement un échange qui pourra ramener à la paix? Mais avant ça, je voudrais qu'on suive un sujet d'abord sur la visite de la MONUSCO à Goma. Beaucoup de questions se posent. Qu'est-ce que la MONUSCO finalement, à travers son responsable intérimaire, était allé faire? Ils ont discuté avec les M23. On va d'abord suivre cet élément, le discours de la responsable intérimaire, et puis on va revenir pour le commenter. Nos échanges avec le AFC M23 ont principalement porté sur la mise en œuvre concrète du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu, conformément à l'accord signé par le AFC M23. Il est essentiel que les engagements pris dans cet accord se traduisent rapidement par des dispositions opérationnelles claires, crédibles et vérifiables sur le terrain. Conformément à la résolution 2808 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation au mécanisme de vérification et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus. Et je vais De retour, mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu, conformément à la résolution. Je commence par vous, Maître Tishik. La MONUSCO doit soutenir l'application de cessez-le-feu. Juste après, je crois la responsable, le M23 a pris parole pour dire eux, ils respectent le cessez-le-feu, mais c'est les FARDC finalement qui ne respectent pas. D'ailleurs, ce matin, le FARDC a attaqué. Finalement, qui y croire comment d'abord vous interprétez cette visite de la MONUSCO en précisant qu'ils ont atterri à l'aéroport de Goma, qui est désormais ouvert et que l'ouverture va se suivre dans les jours qui viennent de manière totale? Merci beaucoup, Monsieur Elie, pour la question. Je commence d'abord par exprimer un sentiment de satisfaction lorsque nous apprenons ensemble que l'aéroport de Goma sera petit à petit opérationnel. Cela avait fait l'objet des débats
dans plusieurs cadres de concertation. Très récemment d'ailleurs à Paris, le président Macron en avait fait cas. Et je pense que c'est bien... Il y avait une demande d'ouverture pour des actions humanitaires. Oui, même si on était quand même surpris par les réactions aussi bien des Kigali que des rebelles qui avaient répondu immédiatement sur cette question pour dire, entre autres, que cet aéroport ne devrait pas rouvrir. Bon, ensuite, c'est déjà bien pour la crise humanitaire parce que ça permet justement de convoyer la crise, comment on appelle ça, de l'aide humanitaire. Mais en même temps, j'ai un sentiment d'inquiétude. J'ai un sentiment d'inquiétude parce que là, on est en train d'assister à la consolidation davantage de l'autorité politique des rebelles, qui sont, on ne peut plus, des interlocuteurs attitrés, qui reçoivent la MONUSCO, qui reçoivent les autorités, qui peuvent recevoir désormais les autorités étrangères, et donc engager cette partie du territoire la plus démocratique du Congo. Et ça veut dire que l'aide humanitaire, si elle doit être acheminée demain, ça sera discuté directement avec l'M23. C'est l'impression que ça donne. Mais l'élément même que nous venons de suivre nous montre très clairement que c'est avec les M23 que les discussions ont eu lieu. Et donc c'est une consolidation d'une autorité qui n'a pas la bénédiction du peuple, mais qui est en train de se cimenter davantage et qui risque très sérieusement de compromettre les rétablissements de l'autorité de l'État à ces endroits. Parce que toute l'espérance du peuple congolais, c'est que l'autorité de l'État soit rétablie sur l'ensemble du territoire national. Quand les rebelles disent, moi je les appelle comme tels, même si dans la résolution 2773, le Conseil de sécurité des Nations Unies a préféré parler d'opposition armée. Je ne pense pas que ce groupe d'individus puisse réellement bénéficier d'une telle considération. Lorsque les rebelles disent que le gouvernement ou Kinshasa ne respecte pas le cessez-le-feu, mais c'est seulement parce que dans le cadre de Doha, nous sommes arrivés à signer un protocole d'accord. Mais en réalité, la responsabilité d'un gouvernement, c'est de protéger la population. Est-ce que, pardon de vous couper tout petit peu parce que vous dites quelque chose de très pertinent, si on arrive, comme on est arrivé à Doha à signer un protocole d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation de deux gouvernements parallèles. Ça veut dire aujourd'hui que Kinshasa s'est dépouillé en signant cet accord-là, par exemple, d'un principe simple de monopole de la violence réservée à l'État pour des raisons de consolidation d'ordre public et de paix. Mais moi, j'ai un sentiment totalement contrarié de cette situation. Parce qu'au regard de notre Constitution, les provinces, les entités territoriales décentralisées sont liées au pouvoir central. Et la gestion des provinces et des ETD, en réalité, n'échappe pas à la politique publique nationale. Ça n'échappe pas au contrôle du pouvoir central. En effet, puisque les actions opérées au niveau des provinces, en dépit de la libre administration des provinces qui est déterminée par une loi, en réalité, entrent toujours dans une feuille de route générale, dans une vision générale d'un gouvernement établi. Alors, lorsque nous avons dans des zones occupées, prenons l'exemple de ces deux provinces, où les rebelles ont nommé un individu qu'ils appellent gouverneur, nous sommes vraiment dans les attributions provinciales politiques. C'est-à-dire que le monsieur qui est nommé à Goma, qu'on lui accorde la légitimité ou pas, est gouverneur au même titre que M. Daniel Bumba. À partir de ce moment, c'est inquiétant. C'est qui peut laisser croire que finalement, Kinshasa serait dépouillé. Mais en même temps, ce n'est pas tant contradictoire, mais en même temps, c'est des gens qui occupent des provinces et qui sont obligatoirement des interlocuteurs de notre gouvernement. Donc, il était peut-être normal de discuter avec ces gens, comme cela est arrivé partout dans le monde où les rébellions ont sévi et où les territoires ont été occupés, comme en Colombie avec les FARC, comme au Libéria avec Samuel Doe, on peut citer autant de rébellions que nous pouvons. Mais l'inquiétude est là, parce que des personnes qui exercent le pouvoir public, politique, celui-même organisé par la Constitution, au regard de ceux qu'on appelle encore des Congolais, sans avoir la bénédiction, sans avoir la légitimité et la bénédiction du peuple, mais c'est des gens qui ont des occasions, en tout cas, davantage
de séduire ces populations et peut-être d'aller vers une destinée que nous n'espérons pas, celle peut-être d'un référendum, d'une forme de sécession, d'une séparation. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, c'est la prière des tout Congolais, parce que, bon, c'est quand même la situation à craindre. Alors Dan, est-ce que vous pensez, vous avez la même crainte, d'abord, vous partagez la même crainte que Maître Tchik tout à l'heure, que la visite de la MONUSCO finalement est une forme, je ne sais pas s'il faut le dire politiquement, de consolider ces pouvoirs parallèles quand même au pouvoir de Kinshasa, qui est celui de rebelles? Non, je ne le crois pas. Je crois d'abord qu'en cas de conflit armé tel que cela s'est déroulé ces derniers mois, plusieurs types de réponses doivent être apportées aux populations. D'abord, il y a la réponse humanitaire, mais la réponse humanitaire ne se suffit pas elle-même. Elle est essentielle. Elle est essentielle pour venir en aide à des populations qui ont été complètement sinistrées et qui vivent dans des conditions infrahumaines. Il est nécessaire de leur apporter des soins, de leur apporter de la nourriture, de quoi pouvoir subvenir à leurs besoins de base. Ça, c'est la réponse humanitaire et c'est le rôle de la MONUSCO, des partenaires de, comme on appelle, la communauté humanitaire. Il y a la MONUSCO, bien sûr, mais il y a aussi des ONG internationales. Il y a même aussi un ministère dédié, une administration, des affaires sociales, action humanitaire, qui est en charge justement ces questions-là en faveur de nos populations. Donc, apporter de l'aide humanitaire, bien entendu, tout à fait normal. Est tout à fait normal, vu que ce sont des zones qui ont été placées sous le contrôle. Mais comment la coordination va se faire? Parce que vous vous rappelez... Mais il y a une négociation avec... Non mais attendez, quand il y a eu conférence de Paris, moi j'ai suivi personnellement le porte-parole du gouvernement qui a dit que la question de la réouverture de l'aéroport doit être discutée avec Kinshasa et pas avec les rebelles. Mais là on a l'impression que les choses se discutent directement avec les rebelles. Oui. Et si demain l'aide humanitaire devra arriver, est-ce que Kinshasa sera-t-il associé ou ça passera directement? Ben, le droit international est clair sur cette question-là en réalité. Le droit international pose comme principe que c'est la puissance occupante qui doit prendre en charge la manière dont les populations civiles vivent sous leur occupation. Ah oui. C'est l'armée rebelle. Si des catastrophes de tout type peuvent survenir sur ces territoires-là, c'est l'armée d'occupation qui est responsable de ce qui peut y survenir. Le droit international est clair, c'est un principe constant. On peut prendre d'autres cas à travers le monde, par exemple l'occupation de l'armée israélienne en Palestine. Enfin, le cas de Gaza. L'armée israélienne est responsable des catastrophes ou des actes qu'elle pose dans les territoires qu'elle occupe. Indépendamment de l'existence et des compétences de l'autorité palestinienne et du gouvernement de Palestine. Donc, de ce point de vue-là, la question, elle ne se pose pas si telle ONG internationale ou tel organisme tel que l'ONU, enfin la MONUSCO, l'ONU, sous mandat de l'ONU, doivent nécessairement négocier et discuter avec l'armée rebelle. Donc, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre dans la volonté de ces ONG internationales de coopérer avec la puissance occupante pour répondre aux besoins essentiels de la population qui vivent sous le joug d'une armée, c'est ma thèse et je la soutiens, d'une armée étrangère, M23, et qui prétend vouloir, et encore leurs revendications ne sont pas très claires mais sont discutées à l'international, ou faire sécession d'une partie du territoire, ou alors bénéficier d'une large autonomie qui consacrerait clairement, pour moi, en tout cas à mon avis, la fin du rêve et de nos pères fondateurs de faire un Congo indivisible. Mais quand vous avez ces craintes-là, vous ne trouvez pas que politiquement, cette posture qu'Alem 23 a permise, moi, je préfère le dire comme ça, par cette visite de la MONUSCO, est dangereuse? Parce que là, on a vu quand même l'ensemble de l'équipe d'M23 avec une posture plutôt officielle, une interview après la rencontre. Politiquement, ça renvoie à quelle image? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Parce que voilà.
Il y a une crainte quand même. Je ne comprends pas votre question. La question, c'est de savoir si le M23 s'est rendu légitimé par la coopération humanitaire. En quelque sorte. Parce que quand vous regardez la communication derrière, vous avez vraiment l'impression que désormais, la République là-bas, c'est eux. Oui, bien sûr. Ben, ils sont à la limite dans leur rôle. La question, c'est pas tellement ce qu'eux ils font, c'est comment nous, on y répond. Qui veulent se présenter comme un pouvoir légitime soutenu par la population et qui a des prétentions qui est reconnu, qui a des prétentions qui est reconnu et plébiscité par les populations à l'Est. Bon, ils sont dans leur rôle. Ils ont quand même pris les armes, je vous le rappelle, pour prendre les villes et pas des moindres. On parle de Goma, Bukavu, et pour y exercer et placer ces populations sur leur joug. Avec des crimes, des massacres qui ont été commis. Donc eux, ils sont parfaitement dans leur rôle. De se légitimer, de montrer qu'ils coopèrent avec les organismes internationaux. Mais ça, à la limite, on n'attendait pas moins d'eux. La question, c'est comment nous, on y répond. Comment on répond à ça? Et la question, comment nous, on y répond, elle est essentielle. Je pense que nous allons y arriver, en tout cas, allez-y. Dans le cadre de cette émission. Mais je réitère ma crainte. D'abord, lorsque M. Dan parle des interventions internationales, M. Dan parle à la fois des organisations des ONG et des OI, des organisations internationales. J'aimerais dire que les actions des ONG, elles peuvent être singulières, elles peuvent être nombreuses, elles ne vont pas apporter aux rebelles le même crédit ou la même considération qu'apporterait une organisation internationale de surcroît. Aujourd'hui, c'était la MONUSCO, évidemment, qui est ici, en République démocratique du Congo, suivant un mandat que lui donne l'Assemblée générale des Nations unies, que lui donne l'ONU, le Conseil de sécurité, entre autres, de l'ONU, et qui agit ici dans la limite des mandats tels que prescrits dans cette résolution. Mais à partir du moment où vous avez une mission, une opération de maintien de paix, comme la MONUSCO, qui est venue ici depuis des années et qui discute avec un groupe rebelle, même si cela ne dépouille pas Kinshasa de son autorité, de plein pouvoir qu'il peut exercer en dehors du territoire national, il n'en reste pas moins vrai qu'en réalité, cela peut constituer un fondement de crédibilisation vis-à-vis de cette communauté internationale, d'un interlocuteur qui profite pour dire, mais écoutez, moi, je vous assure la réouverture de l'aéroport de Goma, parce que je respecte les conventions de Genève, parce que j'ai le souci des populations et que je voudrais quand même que la misère que leur inflige le gouvernement de Kinshasa... Et c'est ça le discours, oui, la misère que leur inflige le gouvernement de Kinshasa soit atténuée. C'est ça le discours en plus. Et ça c'est une tribune. Malheureusement, là où je rejoins M. Dan, c'est que malheureusement, c'est des interlocuteurs qu'on ne peut pas esquiver tant que c'est eux qui occupent ces zones. Et moi j'ai envie tant que c'est eux qui occupent ces zones, on ne peut pas les contourner. C'est ça le discours en plus, maître, parce que moi je partage tout petit peu votre crainte. Juste après cette visite, l'M23 a dit la même chose. Et je voulais préciser un bon. Oui, l'M23 a dit la même chose en accusant directement Kinshasa que c'est lui qui respecte, c'est Kinshasa qui ne respecte pas toutes les... C'est comme M. Dan disait tout à l'heure par rapport au fait que la collaboration pour un convoi humanitaire ne peut se faire qu'avec ceux qui sont là, acteurs de la crise. Il a peut-être donné l'exemple de Gaza. Je pourrais croire... Il n'y a pas que Gaza. Oui, mais il y je a pourrais d'autres. croire. En effet, il y en a d'autres. Je peux donner un exemple beaucoup plus précis, parce que Gaza semble être un tout petit peu inapproprié dans la mesure où Israël n'occupe pas tellement. Moi, je peux vous donner un cas qui L'armée israélienne est présente à Gaza et avait bloqué les convois humanitaires des ONG pendant plusieurs mois. Et donc, c'était elle qui était responsable des souffrances de la population placée sous son occupation et qui rendait d'ailleurs pénalement responsable les dirigeants israéliens du blocage des convois qui sont constitutifs. Et il y a eu même une plainte à l'international. Il n'a pas tort, en effet, de prospérer avec ce raisonnement. Moi, je voulais plutôt donner un exemple historique qui ressemble vraiment à ce que nous vivons. C'est la fermeture de l'aéroport de Sarajevo pendant la crise de Yougoslavie. Nous sommes vraiment dans un exemple qui conforte le principe de droit international que M. Dan soutient. Le convoi humanitaire doit arriver à Sarajevo pour les populations meurtries par la guerre que se livrent les Bosniaques
et les Serbes. Mais l'aéroport est fermé. Et l'aéroport est en même temps occupé par des puissances distinctes, mais qui assiègent et qui s'apprêtaient à commettre plus tard les massacres de Srebrenica. Et là, Kofi Annan, Monsieur James Baker et même à l'époque le secrétaire général Boutros Ghali n'avaient pas d'autre choix que de discuter avec les auteurs du malheur. Mais seulement que, tout en n'ayant pas le choix, nous sommes dans une situation qui offre aux rebelles une tribune qu'ils n'ont pas eue, celle de se laver des crimes qu'ils ont commis. Parce que là, ils se disent, nous sommes en conformité avec la Convention de Genève. Nous sommes en conformité avec les protocoles additionnels de ces conventions, dans la mesure où nous sommes les premiers, justement, à faciliter ce convoi. Mais quand M. Dan, vous avez cité tout à l'heure, ensuite, permettez de placer un mot, je m'étais terminé comme ça, Dan va effectivement, vous avez évoqué, entre autres, je ne sais pas, peut-être vous avez évoqué le ministère des Affaires sociales. Pourtant, dans cette opération, je ne sais pas. Mais comment est-ce que le ministère des Affaires sociales va-t-il intervenir dans l'autorité de l'État est dépouillée dans ce territoire-là. Allez-y. L'adresse de la ministre n'est pas loin, vous pouvez dire. En effet. Mais non, si la ministre va à Goma, j'imagine qu'elle perdra automatiquement son poste. Allez-y, Dan. C'était sur la question, je voulais revenir sur un point, celui de celle que vous avez évoquée, de la légitimité ou légitimisation du M23 par le fait de la coopération avec la MONUSCO sur le plan humanitaire. Mais encore une fois, sur cette question-là, le droit international a encore réglé cette question-là. Et je fais référence à quoi? La résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a été prise en février 2025. Dans une semaine, ça fait 1 an que cette résolution a été prise. Et qu'est-ce que cette résolution dit? Parce qu'il faut savoir que les résolutions, la nature juridique d'une résolution qui émane du Conseil de sécurité de l'ONU, elle a force obligatoire. Elle doit être appliquée par les membres de la Société des Nations, donc de tous les membres des Nations Unies. Oui. L'article 24. Et contrairement aux résolutions qui émanent de l'Assemblée générale, elles qui ont une valeur symbolique et déclaratoire, là, elles ont une force exécutoire, elles doivent être appliquées. Et qu'est-ce que cette résolution dit? Le M23 doit démanteler ces administrations parallèles. Retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Cessation, imposition, un cessez-le-feu. Mais pourquoi ça ne s'applique pas finalement? Pourquoi ça ne s'applique pas? Mais ça, ce sont pour des questions politiques et géopolitiques. Donc, on y reviendra. Mais sur la question du droit et sur le plan purement juridique, l'ONU, à travers son Conseil de sécurité, a été très clair. Et c'est une résolution, on le rappelle, qui a été votée à l'unanimité des membres. Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté cette résolution-là, sans aucune abstention. États-Unis ont voté, Russie ont voté, Chine, France, Angleterre et les 10 membres non permanents. Donc c'est une résolution qui ne fait pas débat. Et sur le statut du M23, sur le plan, encore une fois, du droit international, n'a aucune existence légale. N'est pas considéré comme un gouvernement. Et ça, c'est clair, c'est réglé par le droit. Donc, de ce point de vue-là, sur le plan purement juridique et non politique et ils n'ont aucune lié valeur juridique à la réalité du terrain et des armes, sur le plan purement juridique, le M23 n'existe pas, il n'est pas connu comme un gouvernement légitime qui a un pouvoir politique établi. Non. Et c'est clair, et c'est rappelé par la résolution 2773 qui a été prise en février, la date exacte m'échappe, mais en février 2025, donc il y a presque 1 an. Presque 1 an. Donc pour moi, non, de ce point de vue-là, il n'y a pas de crainte à avoir. Sur le plan juridique, c'était une opération purement tactique pour voir dans quelle mesure. Pourtant sur le plan juridique, ce qui s'est passé au Venezuela à Caracas, c'est une violation de la Charte des Nations Unies. Aussi bien la violation aussi bien du principe du respect de l'intégrité territoriale
de la non-ingérence dans les affaires internes d'un État, mais aussi là, la violation de non-recours à la force. Tous les principes fixés aussi bien par l'article 1er que 2 de la Charte des Nations Unies. Juridiquement, c'est établi que ce sont des violations, mais politiquement, la réelle politique, c'est le chapitre, ce qui nous a blessés. C'est le chapitre 7. Le chapitre 7 commence lorsque le Conseil de sécurité est saisi. C'est à ce moment que le Conseil de sécurité va d'abord qualifier les faits. La charte n'a prévu que 3 qualifications d'ailleurs. Il y a la qualification d'agression, il y a la rupture de la paix, il y a la menace contre la paix. On ne peut pas aller au-delà de ces 3 qualifications. Et là, vous verrez que même pour le cas de notre pays, malgré tout ce que nous subissons depuis 30 ans, il n'y a jamais eu une seule résolution qui parle d'agression. Et pour ce qui est de la résolution 2773, moi j'ai beaucoup d'inquiétudes. Juridiquement, cette résolution, elle est satisfaisante. Mais je ne sais pas si nous devons rester seulement sur la ligne juridique lorsqu'il faut aborder la question de cette résolution. La seule victoire que j'estime, pour ma part, être vraiment consolidée, c'est le fait que, en tout cas, en 2025, avec la résolution 2773, nous avons, plus qu'on ne l'a jamais obtenu, une adhésion de tous les États, au nombre desquels la plupart des puissances, sur la signification de ce conflit. Pour la première fois, on a plus qu'on n'a jamais eu, je dirais, une quasi-reconnaissance de notre discours. Mais la reconnaissance de notre discours n'a pas effacé la reconnaissance du discours du Rwanda. Ce qui fait sur le FDLR. Absolument. Ce qui fait que cette résolution est une sorte de dos à dos. Nous sommes allés nous plaindre auprès du Conseil de sécurité pour obtenir une solution conformément au chapitre 7 que rappelle M. Dan, mais aussi de l'article 24 qu'il a évoqué tout à l'heure de la charte qui veut que tous les États appliquent cette résolution. Mais lorsque cette résolution dit condamner M23, condamner le Rwanda pour leur soutien, condamner également le fait que notre pays soit en intelligence avec les FDLR, à partir de ce moment, toute la joie que nous apporte cette résolution semble s'éroder. Parce que si on reconnaît quand même qu'il y a eu une intelligence entre Kinshasa et les FDLR, mais on maintient peut-être encore la crédibilité du discours du Rwanda et peut-être la promotion de ce principe que le droit international ne connaît pas, mais que les réalités internationales semblent admettre celui de la légitime défense préventive. Oui. Et ce discours, je rappelle, ne commence pas avec les FDLR. Avant qu'on parle des FDLR, on parle des Interahamwe. Si vous faites une chronologie des résolutions que le Conseil de sécurité a pris depuis des années, vous aurez l'impression que le Conseil de sécurité a suivi le même schéma. Ce schéma, le Conseil de sécurité ne pouvait que le condamner parce que si vous étudiez l'histoire des États d'Afrique noire depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a la répétition d'une situation similaire. À chaque fois lorsqu'il y a une rébellion, il y a directement un État frontalier immédiatement voisin de l'État qui subit la rébellion qui supporte cette rébellion. Lorsque Bozizé entame le gouvernement de Patassé, il est soutenu immédiatement par le Tchad. Lorsque, comment on l'appelle, Charles Taylor, avec sa rébellion, voulait déposer le pouvoir de Samuel Doe, mais la rébellion de Charles Taylor était directement soutenue par la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny. On a vu aussi bien les rébellions de Holden Roberto que de Savimbi, toutes deux soutenues par le Zaïre. Et donc, c'était tout à fait logique pour le Conseil de sécurité de condamner un État qui serait derrière une rébellion. Mais est-ce que nous avons réussi à faire passer la pilule selon laquelle nous n'apportons aucun soutien avec les FDLR pour avoir entièrement raison avec cette résolution? La conséquence de cela, c'est laquelle? C'est que vous avez vu, je n'accuse pas le gouvernement, mais je n'ai pas eu le sentiment que notre gouvernement que nous soutenons ait revendiqué l'application de cette résolution conformément à l'article 24 de la Charte des Parce que quelque part, nous aussi, on était un peu, on peut dire, piégés avec cette histoire des FDLR. Je sais que vous allez réagir à ce qu'a dit, mais je relance quand même avec une question pour qu'on passe finalement aux accords de Washington avec les temps qui nous restent. La MONUSCO, par sa responsable, dit qu'elle est là notamment pour soutenir l'application de cessez-le-feu en raison
de la recommandation de la résolution. Mais moi, la question que je me pose, quand il y a eu la prise des Goma et des Bukavu, la MONUSCO était là, et elle est partie. Là, maintenant, on va dire, elle est en train de revenir. Quelle est la crédibilité dans sa force à elle de contraindre les M23 au respect des cessez-le-feu? Déjà qu'elle n'a pas de mandat offensif. Bon, est-ce que ça reste des discours ou devra-t-on y croire réellement? Mais encore une fois, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU, pour un peu caricaturer et faire simple, ce n'est pas une instance judiciaire suprême qui prend des décisions de justice qui s'appliquent aux États, aux nations qui sont membres des Nations Unies. C'est une assemblée de politiciens qui ont des intérêts politiques. Chaque nation a des intérêts politiques au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y avait même eu, au lendemain, les premières années de la création de l'ONU, une initiative belge qui souhaitait à ce que les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU fassent l'objet d'un contrôle juridictionnel, un peu comme c'est le cas en droit interne aux États. Les décisions du gouvernement peuvent faire l'objet d'un contrôle des juges administratifs ou des juges constitutionnels. Tout à fait. Pour statuer sur leur conformité avec les lois et les textes constitutionnels. Et c'était une initiative belge, une proposition qui souhaitait à ce que les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU fassent l'objet d'un contrôle juridictionnel de la Cour internationale de justice, qui est aussi un autre organe de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU était vent debout. Vent debout. Tous les États, les grandes puissances n'ont pas voulu. N'ont pas voulu. Il faut d'abord partir du principe que le Conseil de sécurité, c'est une instance politique qui prend des décisions, bien sûr, en fonction des textes, qui organise et qui régit les relations entre les différentes nations. Mais si vous dites ça, des logiques géopolitiques si vous dites ça, Dan, qui prévalent. Si vous dites ça, la crainte de mettre bien entendu, est légitime. Bien entendu, parce que je vais poursuivre la réflexion en disant que l'action diplomatique ne se suffit pas elle-même. Attendre tout de la diplomatie, c'était... je ne prendrai pas à mon compte les mots de cet ancien chancelier allemand Bismarck qui disait la force prime le droit. Ou bien c'était, je crois, Clémenceau, un ancien Premier ministre français qui disait... Georges Clémenceau. Je crois qu'il a même été président, je pense. Il a été président du Conseil pendant la Première Guerre mondiale. Il n'a jamais été président de la République. Mais bon, ça c'est un... Allez-y, qui disait la diplomatie est à l'armée ce que la musique est aux instruments. Si vous n'avez pas d'armée, pas solide, mais votre diplomatie ne portera pas haut, ne portera pas forte et ne sera pas entendue. Les relations internationales, c'est deux choses. C'est le soldat et le diplomate. Le diplomate, lui seul, ne peut rien. Il peut avancer des prétentions, il peut avec la diplomatie d'ailleurs agissante, et ça il faut le mettre au crédit du président de la République, bien de nos thèses ont été entendues et reconnues sur le plan international. Je rappelle tout de même qu'il y a un an, des sanctions ont été prises contre James Kabarebe, contre des responsables du M23. Des sanctions ont été prises contre des membres proches du régime du Rwandais. C'est pas la première par fois. Les États-Unis. Bien sûr que c'est pas la première fois. Et je n'ai pas l'impression que ça change grand-chose sur le terrain. Mais sur le terrain, justement, parce que c'est bien ce que je dis, c'est que sur le plan diplomatique, on a déjà gagné une bataille. Mais il faut associer la puissance. Exactement. Il ne faut pas espérer tout remporter uniquement sur le terrain diplomatique parce qu'on aurait à parler fort. Je vous relance avec une question. Il faut savoir allier diplomatie. Pour moi, diplomatie, donc, au terme de coopération sur le plan humanitaire, diplomatie aussi militaire, diplomatie politique et diplomatie économique. Et c'est tout le sens des accords de Washington derrière moi. Justement, belle transition pour en venir aux accords de Washington, parce que vous dites qu'il faut absolument associer la diplomatie à la puissance, à la force, mais tout le monde entier dit à Kinshasa que une solution militaire n'est pas possible. Qu'il faut-il faire en ce moment-là si on n'a pas la capacité d'apporter de la force sur la table des négociations?
sur la table des discussions, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est Il ça. faut recourir aux accords comme on est en train de faire avec l'accord de Washington? Vous me demandez mon avis. Bon, Oui. moi, ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas de solution militaire à court terme. À très court terme. À très court terme. Il n'y a pas de solution militaire à très court terme, c'est-à-dire Qu'est-ce qu'il faut en faire, termes de capacité. Oui. Mais face à une situation comme celle que le pays a rencontrée, il n'y a que deux solutions en réalité. Il n'y en a pas 36 000, il n'y a que deux solutions. Soit vous négociez, soit vous allez à l'affrontement. C'était la question qui a été posée à l'Ukraine, c'est la question qui a été posée il y a quelques années à d'autres pays qui ont fait l'objet d'une invasion. C'est la question qui sera peut-être posée demain à Taïwan. C'est toujours les mêmes questions. Qu'est-ce qu'on fait face à une agression? Soit on règle par les armes, donc le règlement par la force, soit le règlement par la diplomatie. Donc qu'est-ce qu'on négocie? Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher? Et qui sont nos alliés qui peuvent nous soutenir? C'est toujours les mêmes questions que l'on se pose. Donc il faut un dialogue, en gros. Il faut un dialogue, mais le dialogue est déjà en cours. Et même bien plus que ça. C'est même pas que le dialogue est en cours. C'est qu'on a signé un accord de paix. Avec le Rwanda. À Washington, au cours du mois de juin 2025. Mais pourquoi il n'y a pas un impact? C'est pas question de dialogue. C'est que pour déjà qu'on aboutisse à un accord de paix, parce qu'on parle d'un traité de paix, Oui. il a fallu négocier. Mais pourquoi ça ne marche pas? Moi, personnellement, j'ai l'impression... Pourquoi ce n'est pas que ça appliqué ne sur marche le pas? terrain? Pourquoi c'est Il y a pas d'abord un appliqué? mécanisme qui a été mis en place. Moi, Oui. Il y a un mécanisme qui a été mis en place, un mécanisme conjoint du suivi, du suivi ou surveillance des clauses Le CONOPS, contenues. c'est ça? Non, les CONOPS, Non. ce sont comment on appelle ça, les mesures de défense Ouais. que le Rwanda Ah, avait mises en avait place, mis en place, ouais. pour se protéger des FDLR. Mais par contre, M. Dan parle des mécanismes de surveillance conjointe. C'est Oui, d'ailleurs ce exactement. mécanisme-là, ce comité-là, qui est censé régler les différends en cas de non-application de l'accord de Washington. Exactement, et sous la médiation et l'accompagnement des États-Unis d'Amérique. Mais on se souvient des images avec notre ministre, Ezra Wagner, Koikomba, avec le ministre des Affaires étrangères dans le bureau ovale, se félicitant de l'accord qui a été signé. Par l'accord de paix. Mais les résultats... Mais il faut le comprendre d'abord, une chose, c'est qu'il y a des questions... Comment on peut comprendre Parce que on a un médiateur aussi puissant, on a des accords, on a un traité de paix, on a un comité de suivi, mais rien n'est chaud. Mais ça, il faut le comprendre sur le plan historique, parce que c'est pas nouveau tout ce qui se passe. C'est déjà ancien. Le schéma est connu. Le schéma a déjà été, celui que l'on connaît actuellement, a déjà été celui qui s'est déroulé dans ce pays il y a 25 ans. C'était pareil. Les accords de Lusaka. On parle de la résolution 2773, mais on oublie la résolution de juin 2000, 1304. Exactement la même que 2773. C'était après. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'était Si après nous faisons la chronologie la guerre des des 6 résolutions, jours et Oui. parce que c'était deux armées étrangères, Qui se sont battues Ouganda, sur Rwanda, notre qui sol. sont battues sur le territoire congolais, à Kisangani, à la guerre des 6 jours, qui a fait des milliers de morts. À l'absence totale de notre armée d'ailleurs, hein, parce qu'on ne pose pas cette question-là, comme me rappelait Meltichik tout à l'heure. Oui, parce qu'en plus, à cette époque-là, Notre armée était où, c'était un an, finalement c'était un an après la prise du pouvoir de Laurent Désiré Kabila en 97. Il a pris le pouvoir en 97, là on était en 98. Donc un an après. Mais on avait Quand une il est armée arrivé au régulière, pouvoir. on avait la FAC. Par rapport, à les Kisangani, phases- les facs. par rapport à Kisangani, c'est pas un an, hein, parce que C'était en 98. non, la guerre des 6 jours, c'est du 5 au 10 juin 2000. C'est 2000, C'est en 2000. 98, non. 98, non, non, La guerre du 2 août, Vous avez raison. c'est la rébellion du C'est RCD. la résolution C'est du 3 ans après. Là, C'est quand, le 2 août, c'est quand Kabila Père avait demandé aux Rwandais, etc., au gouvernement De partir. de partir. Ça, c'est la deuxième guerre du Congolais Congo. de se prendre Ouais. en charge. Exactement. Ouais. Donc répondez à la question, comment comprendre, parce que vous étiez en train de répondre, comment comprendre que l'applicabilité de l'application des accords de Washington peine à se faire sentir, à se mettre en place? Vous disiez que c'est historique, vous parlez des accords de Lusaka et de la résolution 1304. Mais qui va mettre en œuvre cet accord-là? On est un comité conjoint. Non, lui, le comité, il a pour surveiller l'application. surveiller, Mais ah. qui doit mettre en œuvre? Mais les pays qui ont signé. Ok, et comment vous faites pour qu'il mette en œuvre? Comment on le contraint à mettre en œuvre? On revient toujours à la même question. Mais quel est La le rôle question du de la médiateur, contrainte et alors de la force. Quel est le rôle du médiateur? Le médiateur, justement, et on sent que les choses sont en train de bouger en ce moment, même au niveau des États-Unis d'Amérique. On a vu dernièrement aux États-Unis, au niveau du Congrès, du département d'État américain, des pressions de plus en plus accrues qui s'exercent sur le pouvoir rwandais. On dit qu'il y a, Il y a encore les quelques jours sanctions les qui se déclarations préparent. du président rwandais qui défie toute la communauté internationale. On sent une certaine fébrilité chez eux. Il y a une situation géopolitique internationale qui est en train de rebattre les cartes. Donc moi, je vois qu'il y a
des possibilités et des ouvertures pour que le Congo, l'État congolais et la population congolaise puissent être établis dans ses droits et dans ses frontières nationales. Donc on peut compter sur la pression américaine pour demain obtenir pression américaine, le cantonnement, suivi d'un reconditionnement des capacités militaires de l'armée et suivi aussi d'une architecture politique et économique qui est en mesure de protéger et sauvegarder nos intérêts. C'est comme ça que je le perçois. Maître Tchichi, qu'est-ce que vous pensez qu'on va arriver finalement dans le cadre des accords de Washington à une forme d'interventionnisme américain? De toute façon, aujourd'hui, on sait qu'on entre dans une coopération, un partenariat économique avec les États-Unis. Les États-Unis qui vont financer un projet pour constituer les réserves sur les terres rares à hauteur de 12 milliards. Donc, ils ont beaucoup d'intérêt ici. Est-ce que vous pensez que grâce à cette diplomatie-là, on va finalement arriver à un interventionnisme, que ce soit militaire ou que ce soit diplomatique d'ailleurs, hein, les sanctions ou la présence des troupes au sol? Merci. Je ne sais pas. Déjà, moi, quand on a conclu cet accord à Washington, contrairement à beaucoup de gens, je n'espérais pas un miracle automatique que cet accord pourrait produire dans la fin de la guerre. Parce que d'ailleurs, si nous interrogeons les accords politiques qui ont été conclus à l'aune de la paix, on ne saura pas recenser de nombreux accords qui ont porté cette vertu. Les affrontements ont continué après les accords de Dayton. Je crois qu'il n'y a pas eu une grande amitié après les accords de Camp David entre Israël et l'Égypte. Ouais. Je n'espérais pas vraiment à un miracle automatique. Mais j'étais quand même content. Content de ce qu'à travers les accords de Washington, on pouvait désormais avoir un cadre de concertation stable avec le Rwanda où on pouvait discuter clairement. Surtout que les questions telles que posées dans le cadre géopolitique par le président Trump étaient beaucoup plus de business que vraiment de la géopolitique. Et que peut-être ce langage allait être mieux compris par les interlocuteurs rwandais que tout autre langage. Et essayer de bâtir, à partir de ces méandres, la paix. On a vu qu'au lendemain de la signature des accords de Washington, les rebelles ont avancé vers une localité. Mais le dribble, qui est une forme de diablerie, qu'a mené le Rwanda, c'est que à Washington, c'est le gouvernement rwandais qui signe l'accord avec nous. Ce n'est pas les M23. Ce qui veut dire qu'on dissocie au gouvernement. Ce qui veut dire que ce n'était pas tant évident d'espérer les effets de cet accord sur les rebelles, parce qu'à tout moment, ils pouvaient dire que nous, on n'a rien signé à Washington, donc on n'est pas concerné. Heureusement pour nous, très vite, on a vu à Uvira que les pressions faites par les États-Unis sur le Rwanda ont conduit au retrait de Uvira. Une fois de plus, cela peut nous permettre de dire, vous avez ici la preuve patente qu'en réalité, ces gens sont en réalité les marionnettes du Rwanda, pour ne pas dire leurs propres produits. Heureusement pour ça. Donc ce qui fait que les M23 n'aura plus la crédibilité lorsqu'il dira que nous, on n'a pas signé Washington. Ça, c'est une victoire. On a signé Doha, donc ça ne nous concerne pas. Heureusement pour nous. Maintenant, est-ce qu'on peut espérer un interventionnisme américain? Cela est possible. Peut-être que ça relèverait de la divination si je vous disais exactement ce que le président Trump pourrait faire. Cela est possible. Pourquoi? Parce que la politique étrangère américaine repose sur deux théories qui ont été pensées et conçues dans leurs académies. Ils partent des enseignements de Hans Morgenthau sur le réalisme, et le réalisme lui-même se construit sur le raisonnement de Thucydide ou encore de Thomas Hobbes, qui le développe plus tard, l'homme est un loup pour l'homme. Pour les Américains, si nous avons notre vision du monde, au nom du réalisme, nous allons vous imposer cette vision. Si vous êtes fort, vous vous opposez, sinon, alors c'est notre vision que vous suivez, c'est le réalisme. Nous impose. Après, bon, ils ont essayé de rationaliser les pensées de Hans Morgenthau, que Raymond Aron reprend avec son livre Guerre et paix, à travers les enseignements de Kenneth Waltz, ce qu'on appelle le néo-réalisme. Là maintenant, on impose notre vision à travers un cadre d'idées. Donc pour les États-Unis, c'est d'abord leurs intérêts, peu importe le moyen d'y arriver. Et si aujourd'hui les États-Unis ont des intérêts certains, à travers les terres rares que nous parlons, les ressources minières que nous avons, et que les États-Unis pensent qu'ils peuvent dealer directement, ce terme
mais pas très à l'aise, même si je sais que en anglais, dealer, c'est faire des affaires. Effectivement. Si les États-Unis ont des intérêts certains, il est possible que pour les protéger, qu'ils puissent, dans une certaine mesure, intervenir. Et d'ailleurs, est-ce qu'avec le groupe au sol, je ne saurais pas aisément répondre à cette question, mais notamment peut-être à travers des mesures, des pressions et des sanctions. Maintenant, je vais placer un mot par rapport aux sanctions. Très rapidement. Très rapidement, par rapport aux sanctions, là encore, il y a une antinomie. Parce que de l'autre côté des Kigali, vous avez des individus qui, depuis 30 ans, fomentent le même chaos pour ce pays et qui savent que même s'ils ne sont pas condamnés sur le plan international à cause du Congo, les controverses qui existent autour des responsabilités sur le génocide, qui les opposent d'ailleurs assez souvent à la France et à d'autres pays, peuvent faire qu'ils soient par la même comité international. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas si bêtes que ça. Je ne pense pas qu'ils puissent avoir autant d'argent dans les banques où les États-Unis peuvent aller les prendre très facilement. Ce qui peut causer, ce qui peut faciliter à ces individus de contourner ces sanctions. Il en est de même lorsqu'on sanctionne les États. Le professeur Mampouya, dans un ouvrage qu'il publie, je crois, vers 86 ou 87, où il parle de la désuétude du système de sécurité collective des Nations Unies, il parle des sanctions économiques que le Conseil de sécurité peut prendre. Voici le constat qu'il fait. Le Conseil de sécurité peut sanctionner un État, mais cet État, lorsqu'il a beaucoup de moyens économiques pour survivre à ces sanctions, peut les contourner. Dans l'exemple de la Côte d'Ivoire avec le cacao, mais écoutez, si vous mettez la main sur tout le commerce qui peut s'opérer sur cette ressource, mais il suffit qu'il y ait un voisin qui partage les mêmes convictions avec la Côte d'Ivoire et qui achète, il aura toujours un peu d'argent. On a vu ça même avec les sanctions que le groupe d'États ont prononcé contre la Russie. Cela peut-être justifie aussi l'arrogance de Kagame récemment dans sa prise de parole. On peut résister, mais en réalité, ils ne peuvent pas. Militairement, ils ne peuvent pas résister, en tout cas aux États-Unis. Je ne sais pas, encore là, peut-être qu'il faut être stratège de guerre. Il me semble que des interventions terrestres américaines, certaines, ont connu des terribles échecs en Somalie ou encore... Surtout qu'on sait que Trump a pris notamment une décision comme quoi... Donc nous pouvons continuer, nous pouvons espérer... L'Ukraine n'a pas eu la présence militaire au sol des Américains. Nous pouvons espérer une externalité positive des accords de Washington à travers l'administration Trump, mais quelles sont les garanties que nous avons que si le pouvoir de Trump passait et qu'un autre président républicain ou démocrate venait, on aura toujours le même privilège. D'une part. D'autre part, je rejoins Dan. La vraie question, le vrai problème, c'est notre capacité à pouvoir nous-mêmes assurer notre sécurité. Parce que si nous étions en mesure de répondre directement, de donner une réponse militaire directement, en même temps que nous allons sur la voie diplomatique, je suis très sûr que même les négociations que nous avons menées, tantôt à Doha, sinon à Washington, à tous les mois dans les différents processus qui naissent à gauche et à droite, nous les aurions menés en position de force. Sommes-nous réellement en position de force? Ça, c'est encore un autre débat. Alors, Dan, votre réaction, je sais que vous allez encore une fois revenir sur ce qu'il a dit tantôt, mais je pose quand même une question. Le professeur Mukoko Samba, qui est en charge de l'économie aujourd'hui, a dit quelque chose qui, moi, ça m'a interpellé. Il a dit, on va profiter du conflit sino-américain sur la question des terres rares pour espérer ramener la paix chez nous. Comment vous comprenez ça? Est-ce qu'on est en train d'importer cette confrontation-là entre les États-Unis et la Chine chez nous? Et si tel est le cas, est-ce que ça créera plus de désordre ou ça sera une stratégie pour finalement ramener la paix? Il est dit dans une interview qu'il accorde à Jeune Afrique. Non, mais la question n'est pas celle de l'importation, parce que le conflit est déjà là.
Il est déjà en RDC, il est déjà en Afrique, plus généralement, il est même au Venezuela, le conflit entre la Chine, il est au Groenland, il est en On n'entend Ukraine. pas la Chine, par exemple, sur la question de la RDC. Du Venezuela. Non, sur le Venezuela, la Chine s'est prononcée. Mais sur la RDC, on ne l'entend pas. Les silences Sur de la la question, Chine, on s'y interroge pas non plus. mais traditionnellement, la Chine ne s'occupe pas des questions internes aux États. Non. Elle ne s'occupe même pas des questions politiques ou géopolitiques qui concernent certaines régions du monde où elle n'a pas... Je parle pas de la gestion interne, je parle de l'accord économique que nous avons avec Washington aujourd'hui, qui lui donne accès à nos minerais, à nos terres rares. Vous avez posé une première question. Chine, je vous ai posé une première question, oui, comme ça j'atterris sur la suivante. Sur la première question, en réalité, dans le propos du ministre, tel que je le conçois et tel que je le comprends, il souhaitait expliquer, c'est mon interprétation personnelle, il souhaitait expliquer que la RDC doit tendre vers un rééquilibrage de la dépendance qu'elle a eue vis-à-vis des investisseurs et des entreprises chinoises. Elle vise non seulement le rééquilibrage, mais aussi la diversité, la diversification de ses partenariats. Ouais. Il faut tout de même se rappeler, il y a encore quelques années, il y a 3 ans, une délégation congolaise qui s'est rendue en Chine, conduite et pilotée par le président de la République, et qui souhaitait renégocier le contrat chinois, le contrat mine contre infrastructure. La SICOMINE. Les RDC est rentré sans résultat probant. La Chine n'a rien cédé, ou presque rien. Ils ont peut-être redéfini, réinventé, ils nous ont expliqué dans les médias à leur retour ce qu'ils ont pu obtenir, mais substantiellement rien. En très bredouille. On nous disait qu'on a obtenu, je sais pas moi, 7 milliards. On n'a rien obtenu du tout, c'était déjà dans le contrat initial. C'est juste une question d'écriture, c'était un jeu d'écriture, on a expliqué que peut-être qu'il fallait concentrer davantage d'investissements dans tel secteur, etc. Ils sont quasiment rien lâchés. Pour les Chinois, ils sont durs en affaires. Parce qu'on a souvent l'impression, vu d'Afrique, que le Sud global, pour moi, le Sud global n'existe pas. Le Sud global, c'est juste une majorité mondiale qui ont pris le parti du refus de la domination d'Occident. C'est tout. Mais sinon, ce sont des nations qui s'inscrivent toutes dans une compétition. La même logique des États. Il n'y a aucun. La Chine ou l'Inde sont en compétition, même si elles sont en alliance au sein des BRICS. Mais pour contester la domination de l'Occident, c'est tout. Mais sinon, elles jouent le jeu de la compétition, de la concurrence, qui sont propres à chaque État. Enfin, voilà. Donc, le sujet pour moi, et tel que je comprends du propos du ministre, c'était viser un rééquilibrage, de sorte à ce que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis ou d'autres partenaires, viennent en RDC avec des propositions sérieuses d'investissement. D'abord avec un pays dont les ressources sur le plan géologique et autres ont été mises en valeur, dont on a investi massivement dans la création de valeur ajoutée. On a créé une chaîne de valeur, on a commencé à produire, créer des usines. Comme ça, on arrive avec des partenaires qui prennent au sérieux le savoir-faire et les techniques congolaises, et avec, sur le plan contractuel, des types de négociations et qui peuvent aboutir à des protocoles d'accord, qui peuvent être davantage favorables aux populations congolaises. Donc c'est comme ça que je le conçois, et je trouve que c'est de bonne politique. Et tu trouves que nous sommes prêts pour ça? Est-ce que nous avons une administration adéquate pour de tels partenariats? Est-ce que nous avons la main-d'œuvre qui va avec? Est-ce que tout ça? Oui, mais c'est la question que vous posez, de savoir si le paradis est déjà ici en RDC et qu'il n'y a plus rien à faire et qu'on est déjà prêt pour tout. Bon, j'aurais quelques doutes, tout le monde du mal à répondre à cette question. Mais il faut bien déjà commencer quelque part. Je suis d'accord. Et puis, considérer que la RDC serait ce village gaulois à l'abri de la compétition ou des guerres géopolitiques, mais la création de ce pays s'est faite sur un affrontement géopolitique. Effectivement. La RDC a été créée par là. On devrait en avoir conscience. En tout cas, les frontières nationales ont été créées par la communauté internationale. Bien sûr. Le sentiment national congolais, ça c'était plutôt le rôle de Mobutu, les 32 ans de Mobutu, qui a créé véritablement le sentiment d'appartenance à une nation zaïroise congolaise. Mais les frontières internationales de la RDC ont été négociées tantôt avec les Anglais, tantôt avec les Portugais, tantôt avec les
Les en Français, Zambie. un tout petit peu aussi. Avec les Français, avec oui, les Anglais, les Portugais. Mais ce pays, la conférence de Berlin, il faut se rappeler que les clauses les plus importantes ont été prises sur liberté de circulation, sur le fleuve Congo, sur le fleuve Niger. La première expérience du globalisme. Liberté de commerce si vous voulez. dans le bassin du Congo. Et conditions d'occupation des terres nouvelles. Donc le ius possidetis iuris. Là. Donc on avait refusé le principe des paper annextions. Donc il fallait être présent sur le territoire pour revendiquer la possession et le contrôle du territoire. Vous ne pouvez pas venir avec des cartes en Europe, présenter les cartes et dire ça m'appartient. Non, il faut que vous placiez des... Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la colonisation a commencé à Uvira, pour vous dire. A commencé à Uvira avec le premier poste colonial. À Uvira. Et quand on voit qu'aujourd'hui, Uvira est potentiellement en cours de libération, ça fait quand même... réfléchir quant à l'histoire de cette nation. Oui, votre dernier mot d'ailleurs, parce qu'on mon dernier a mot fini. d'émission. D'accord. Réagissez et puis... Alors je joue mon va-tout. Allez-y, Oui. justement. Le chapitre que M. Dan vient d'ouvrir est très important. Et je vis tous les jours d'ailleurs avec une grande tristesse de constater que peut-être que c'est un problème de système éducatif, peut-être que le problème est au niveau du contenu des enseignements, mais je vis avec la grande tristesse lorsque tous les jours je réalise que beaucoup de Congolais ne comprennent pas en réalité que si nous existons aujourd'hui, c'est entre autres parce qu'il y avait des gens qui avaient veillé à ce que cette unité puisse demeurer, parce que lorsque nous accédons à l'indépendance en 1960, quelques mois seulement après, il y a une sécession au Katanga. Quelques semaines. Quelques temps après. 2 semaines après. Quelques temps après. L'indépendance, c'est le 30 juin, la mutinerie, c'est le 7 juillet. Et puis vers le 12, 15 Et une litanie, la sécession commence. Une litanie de crise. S'en est suivi. S'en est suivi, dans laquelle va s'enliser ce pays. Albert Kalonji, quelque part aussi très fâché, en août, entre autres. Et pour que nous puissions nous affranchir de ces velléités sécessionnistes, c'est les Nations Unies qui, à l'époque, pouvaient délivrer un mandat offensif qui intervient au prix de la mort d'un secrétaire. secrétaire. C'est le premier mandat offensif que le Conseil des sécurité de l'ONU va prendre. C'est en RDC. Au prix de la mort d'un secrétaire général des Nations Unies. Je crois que j'ai prononcé comme il se doit. Ensuite, vous allez voir une rébellion avec Moulele, Simba Moulele, qui avance avec une vitesse fulgurante en 1964. Là, nous comptons sur les mercenaires Jean Scram et Bob Denard pour nous libérer de cette situation. Et en 1966, une récidive avec les Chinyama qui sont jugés et condamnés à cause de ça. Nathanaël Mbumba, qui était un grand cadre de la sécession, un grand ami, un grand champion de la sécession du côté de Moïse Tchombe, se réfugie en Angola. Il va réapparaître en 1976 avec le Front National pour la libération, du Congo pour mener la guerre du Chaba. La première et la deuxième. En 77 et en 78. En 77 et en 78. C'était 80 jours. Grâce à l'intervention des Marocains. Donc c'est vraiment l'histoire du Congo. Sinon, avec l'intervention de la Légion française qui sera parachutée au cœur des Kolwezi. Le général Maele, avec un bataillon de 300 ou 200 hommes, était à 200 km de Kolwezi. Je crois pendant que les Français sont parachutés. Alors, tout ça, si nous le relions avec ce que Dan disait par rapport à la période précoloniale, c'est-à-dire vous êtes une entité territoriale où un individu, Léopold II, négocie les frontières au nom de l'AIC, l'Association internationale du Congo. Et nous avons, c'est lui d'ailleurs qui propose... Il faut préciser que le premier État à avoir reconnu l'EIC, donc l'État indépendant du Congo, comme un État, c'était les États-Unis. Alors, il propose une première carte et une deuxième à Bismarck avant la signature ou je ne sais pas après le traité de neutralité qui a donné cette liberté de commerce. Il y a même eu le scandale d'Oscar Chine. On va finir sur cette belle note historique. Nous ne disons pas ça, Dan et moi-même, pour jouer au pédant sur ce plateau, pour essayer de montrer que nous pouvons ressasser ces époques. Mais nous disons tout ça pour que le Congolais puisse comprendre que de la même façon que ce pays, pendant plusieurs années, avait toujours été au bord de l'implosion, de la disparition, et qu'il a dû survivre à tous ces défis, de la même façon que nous devrions prendre conscience de ce qui se passe actuellement.
à tous les niveaux. C'est pas la première fois que le pays risque de disparaître. Mais nous devons... À 4 ou 5 reprises dans notre histoire. Mais c'est pas une question d'habitude. C'est ce que je dis. Faut pas que ça À un devienne une moment habitude. donné, nous devons Faut qu'on en ait comprendre... conscience. Nous devons comprendre que ça ne peut... Un État d'ailleurs, de façon générale, un État est toujours dans un risque permanent. Mais il faut que le Congolais comprenne Très rapidement. que si nous ne prenons pas notre responsabilité sur le plan éducatif, sur le plan militaire, sur le plan politique, si nous n'élèvons pas la citoyenneté, si nous n'éduquons pas tous les hommes et tout l'homme, alors le danger qui a guetté le pays depuis longtemps risque hélas de s'accomplir, surtout à ce moment où nous avons 2 provinces entre les mains des rebelles. C'est en ces mots-là que cette émission se termine. Mesdames, Messieurs, c'était Info du Week-end, notre premier numéro au sein de Congomani Télévision. J'espère que vous avez aimé ces duos. Moi, j'aimerais que vous reveniez la semaine prochaine, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler dialogue finalement, parce que comme ça s'est un peu dégagé sur ce plateau. Mais c'est déjà un dialogue. Hein. Effectivement, il faudra voir dans quelle mesure. Moi, je suis d'accord avec votre conclusion, Maître Tichik, mettre dans la tête des Congolais cette conscience-là que nous avons toujours un pays à chaque, je ne sais pas, 5-10 ans au bord de l'implosion et qu'il faudra, de manière politique et artificielle, construire un État pour repousser ces velléités de balkanisation. Parce que le Congo, à mon avis, c'est une construction d'abord politique. Donc il faut que nous ayons une élite politique à la hauteur des ambitions et surtout de puissance qui peuvent être les nôtres. Alors cette émission est terminée, mesdames, messieurs. Retrouvez-la sur Congomani Télévision. Je vous reviens la semaine prochaine parce que c'est une tranche qui profite, comme je disais, de l'actualité pour réfléchir à fond sur la République. Parce que si on ne réfléchit pas sur la République, on ne saura pas la construire. Merci Dan Chibangu d'avoir été sur ce plateau. Merci à Maître Tichik. On se retrouve prochainement, la semaine prochaine, avec soit les deux, soit d'autres invités. En attendant, que Dieu nous bénisse.